Béatrice Brugère, bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes magistrate, vous êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO. Est-ce que la justice est laxiste ? Non, je ne crois pas que la justice soit laxiste en tant que telle, puisqu'en fait, la justice fonctionne aujourd'hui et condamne et poursuit toutes les infractions qu'elle peut poursuivre. Mais elle est soumise à une injonction contradictoire, ce qui la rend peut-être aux yeux des citoyens laxistes et qu'il faudra évaluer avec, j'allais dire, lucidité. À savoir qu'aujourd'hui, nous avons un logiciel qui est assez simple, qui est de nous demander à la fois de condamner évidemment les personnes qui commettent des crimes et des délits et à la fois de ne pas mettre les gens en détention parce que l'on manque de place, d'abord, pour commencer. C'est d'ailleurs la première réponse qui nous est apportée. Moi, hier, j'avais face à moi la présidente de l'Assemblée nationale. Je lui parlais de la question de l'aménagement des peines ou alors des peines plus courtes. Et la première réponse qu'elle fait, c'est les prisons ne sont pas adaptées. Donc, en fait, c'est moins la peine ou le crime qui justifie la peine que est-ce qu'on peut l'appliquer ou non ? Oui, mais ça, c'est, j'allais dire, le premier niveau d'analyse qui est insuffisant. C'est-à-dire que, certes, on manque de place, et on le sait, puisqu'au niveau européen, nous sommes en sous-équipement carcéral. D'ailleurs, je vous rappelle que le président Emmanuel Macron a fait sa campagne sur ce sujet-là, en disant une peine prononcée, une peine exécutée, et nous allons construire des places de prison. Aujourd'hui, on n'est pas au rendez-vous de ce qui a été promis. On en est même très loin. Donc, on est déjà contraint par cette, j'allais dire, impossibilité d'incarcérer de manière convenable. Mais ce n'est pas la seule raison, et c'est là-dessus que je voudrais revenir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter à cette analyse. D'abord, elle est trop facile. Elle ne dépend pas des magistrats, puisque vous savez que ce n'est pas les magistrats qui construisent des places de prison. Donc, elle est de la responsabilité de l'État. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on a aussi toute une idéologie. C'est ça qu'il faut comprendre par rapport à la manière de sanctionner en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut interroger, on sanctionne trop tard, beaucoup trop tard, et du coup souvent trop long. Je m'explique. C'est-à-dire qu'avant de prononcer une peine de prison, donc ça, ce n'est pas un problème de place de prison. On a tout un processus d'alternative aux poursuites, d'alternative à l'incarcération, d'un sursis, d'un deuxième sursis, d'une volonté de faire d'autres mesures qui font qu'aujourd'hui, quand on condamne, je dis c'est trop tard, parce que le délinquant est déjà très et puis il est loin du moment où il a commis l'acte. Béatrice Brugère, si je vous pose cette question, la justice est-elle laxiste ? C'est d'abord parce que le ministre de la Justice lui-même, un de ses premiers mots prononcés, c'était de dire non, la justice n'est pas laxiste. Et puis hier, tout cela est comme envolé en éclats par le drame de la mort de Philippine. Philippine, c'est cette jeune fille qui a été retrouvée morte dans le bois de Boulogne. Son meurtrier présumé a été interpellé hier en Suisse. Il était sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Il venait de purger une peine de 5 ans de prison pour viol. Il était en centre de rétention. Il aurait dû être expulsé, mais un juge a estimé qu'il était déjà resté suffisamment longtemps en centre de rétention, l'a donc laissé en liberté, censé être contrôlé, puisqu'il était censé pointer. Il n'a jamais pointé, il s'est échappé dans la nature et le drame de Philippine est arrivé. Pourquoi ça arrive, ça ? Alors déjà, ça ne devrait plus arriver, parce que moi, je trouve cette affaire absolument... Enfin, c'était il y a 3 semaines. Je sais, épouvantable. J'allais dire que c'est pas un drame de plus, c'est un drame de trop qui doit nous obliger aujourd'hui, en termes de responsabilité, à évaluer ce qui ne marche pas. Il faut quand même que vous sachiez qu'il y a eu une loi en mois de janvier qui a déjà amélioré le système, qui n'a pas bénéficié pour ce cas-là, puisqu'elle est postérieure, cette loi, qui permet d'expulser davantage des délinquants étrangers, puisqu'il faut savoir qu'on était très encadré. Par exemple, pour ce dossier, je ne m'avance pas trop parce qu'on n'a pas assez d'éléments. On en a beaucoup quand même. Oui, mais pas assez pour être précis, en tout cas de ma part. On voit très bien qu'on a affaire à un mineur. Vous savez qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible d'expulser un mineur étranger. Mineur au moment du viol. Exactement. Oui, donc mais en 2019, il a 17 ans, il est marocain, tout en à fait. Situation irrégulière. Ce qui ne sera pas le cas aujourd'hui quand il sera jugé, puisqu'il sera majeur. Mais il faut savoir que ce qu'on appelait les mineurs non accompagnés, vous savez, les MNA, sont des mineurs sur lesquels on a une quasi-impossibilité d'expulsion, quand bien même ils ont commis des crimes. Donc la loi, elle a changé
changé. Elle n'a pas encore assez changé, puisque vous le savez, le Conseil constitutionnel n'a pas tout validé et qu'aujourd'hui, on est encore au milieu du gué sur ce genre de profil. Mais j'aimerais qu'on revienne sur la chronologie des faits. Et d'ailleurs, c'est Eric qui nous appelle au 32-16 qui a une question assez précise à vous poser. Eric qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonjour Eric. Oui, bonjour Apolline, bonjour Madame le juge. Allez-y, Voilà, on vous écoute Eric. Merci. À votre avis, Madame, est-ce qu'il n'y a pas eu un dysfonctionnement entre donc, la sortie de détention et l'expulsion programmée de ce criminel? Et si c'est le cas, quelle en est l'origine pour vous? Alors, Eric, vous faites référence à, on a la chronologie très précise des faits. Après les 5 ans en prison, au moment de sa sortie de prison, une OQTF, obligation de quitter le territoire, est prononcée. Sauf qu'au lieu d'être appliqué immédiatement, il est envoyé en centre de rétention. Vous vous demandez, Eric, pourquoi il n'a pas été expulsé directement, c'est ça? Tout à fait. Parce qu'on peut programmer à l'avance les choses et puis avoir le laissez-passer consulaire. Et une fois qu'il sort de détention, une escorte est dans l'avion et c'est parti. Exactement. Si cette demande avait été prononcée plus tôt, le délai n'aurait pas été celui-là, Béatrice Brugère? Alors moi, je vais vous dire de façon très cash. Votre question, elle est totalement légitime. Elle est d'autant plus légitime que mon syndicat, et je crois qu'on est le seul, demande cette modification depuis longtemps. C'est pour ça que je vous dis, il y a un vrai problème de logiciel et qu'il va falloir quand même regarder les choses de près. Nous n'arrêtons pas de dire qu'en effet, il faut accélérer ce qu'on appelle les libérations-expulsions, c'est-à-dire que quand les délinquants étrangers sont en détention, c'est le temps, j'allais dire, utile pour organiser une expulsion dont on sait qu'elle est compliquée, parfois longue et aléatoire. Mais sur ce cas-là précis, je ne m'avancerai pas trop parce que comme il était mineur... Je vais vous donner les dates, non, mais comme vous il les était aurez, mineur... vous les aurez les oui. dates. Il est plus du tout mineur au moment de sa sortie de prison. Ouais. Le 18 juin 2024, c'est tout récent, hein, c'est cet été, il y a une demande de laisser-passer pour pouvoir l'expulser qui est prononcée. C'est 2 jours avant sa sortie de prison. En fait, cette demande ensuite va mettre plusieurs mois parce qu'il y a des ratés administratifs qui s'ajoutent à ça. Alors c'est pas le bon service qui demande le laisser-passer. On a quand même l'impression que, en effet, Eric pointe du doigt la question du délai. C'est-à-dire que ce délai fait qu'à un moment, il ressort dans la nature. Tout à fait. Pourquoi c'est pas demandé 3 mois avant? On a la date de sortie de prison. Vous touchez du doigt 2 points très importants. Je sais que le temps est limité, je vais essayer d'être claire. Un, on voit justement avec cette affaire l'urgence d'avoir une fluidité totale entre Vendôme et Beauvau. Ce que vous appelez Vendôme et Beauvau, c'est le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Voilà, il faut qu'on ait 2 ministères qui travaillent main dans la main, parce que moi je ne sais pas si c'est un raté, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Là, main dans la main, on sent déjà qu'entre Bruno Retailleau et Didier Migaud, ça va pas être l'harmonie totale. Notamment sur ces sujets qui sont des sujets extrêmement compliqués et qui sont extrêmement, j'allais dire, pour l'opinion publique, et c'est normal, hein, quand je dis ça, inflammable et surtout scandaleux, parce que vu de l'extérieur, on se dit mais c'est pas possible. On a quelqu'un qui est dangereux, qui aurait dû être expulsé. On l'a sous la main, il est en prison. Et surtout qui récidive, ce qui interroge beaucoup. Donc oui, il faut absolument changer le système. Oui, il faut revoir de A à Z le système de l'exécution des peines, parce que c'est ça, on est sur de l'exécution des peines. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a à la fois une procédure administrative, à la fois une procédure judiciaire, qu'il faut absolument qu'il y ait une fluidité pour éviter tout rater. Et ça s'anticipe, ça s'organise, et peut-être, et je le dis, il va falloir encore revoir la loi. Là-dessus, je pense que le ministre de l'Intérieur a raison. Vous savez que la loi n'a pas été totalement votée, mais sinon, nous retrouverons souvent ces mêmes difficultés. Moi, je ne suis pas là pour dire c'est la faute de la police, c'est la faute de la justice. Je suis là pour dire qu'un tel dysfonctionnement correspond à un fonctionnement normal des 2 ministères. Donc ça ne va pas. C'est-à-dire que ils sont tous... ils donnent ces résultats dramatiques. C'est pas seulement un raté, c'est tout simplement que c'est comme si on avait deux Legos qui ne s'emboîtent pas, quoi. Vous avez différentes choses. Vous avez un problème de moyens, vous avez un problème de politique pénale, vous avez un problème de loi, vous avez un problème d'application de la loi. Donc c'est tout ça qu'il faut absolument revoir en urgence, sans faire de la politique politicienne où chacun se drape dans des... C'est pas le problème. Moi, je rappelle que les droits fondamentaux, l'état de droit, c'est d'abord l'article 2 de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire le droit à la sûreté, le droit à la sécurité, le droit à ce que chaque citoyen ne sorte pas dans un bois et se trouve assassiné ou tué dans des situations épouvantables. Enfin, je le dis quand même, on a quand même un problème, puisque hier, nous avons eu un taux de 95% d'exécution des peines. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en France, on prononce de moins en moins de peines d'emprisonnement, que ce taux d'exécution, c'est sur uniquement les peines de prison, et que 40% de ces peines ne sont pas exécutées.
parce qu'elles sont exécutées d'une autre manière, ce qui est comptabilisé comme une exécution, à savoir qu'on vous condamne Aménagement. à de la prison, mais immédiatement on va vous dire, on vous met sous bracelet électronique, vous faites autre En chose. fait, prison est marqué sur le papier, mais la réalité, c'est que vous ne passez pas par la case prison. Or, Apolline de Malherbe, là, on le met avec une obligation de pointage. Sur certains profils, ça ne sert à rien. Les gens dangereux que l'on met sous bracelet électronique récidivent. Qu'un s'ils ont juge, envie qu'un de juge récidiver. face à cet homme-là qui sort de prison, qui a violé, qui n'a pas de lieu, qui n'a pas de travail, qui n'a pas de lieu, se dise il va venir pointer. Est-ce que c'est pas de la folie? Je peux pas, je ne suis pas en mesure, si vous voulez, de répondre à cette question. Moi, ce que je dis, c'est que le système dysfonctionne et qu'il faut le changer. Et qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt en disant chacun a fait son travail et puis c'est pas de ma faute, c'est pas faute. C'est une faute collective de ne pas avoir un système assez efficace pour protéger les citoyens et c'est de notre responsabilité. Merci Béatrice Bugère d'être venue ce matin dans ce studio avec cette clarté de langage. Vous êtes magistrate, vous êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO.